Sans plus tarder, je voudrais passer la parole à Dr Pierre Bobby. J'espère qu'il est en ligne. J'espère que vous allez nous faire l'économie, mais je serai, Pierre, vous me permettrez d'être... Bonjour à toutes et tous. Hello, everybody. L'invitation à venir partager avec vous. I am delighted to share with you my knowledge and my experience. Ce qu'on a vu depuis ce matin, c'est que il n'y a pas de solution idéale. What we've seen this morning is that there is no ideal solution. La moins mauvaise solution, but we need to choose the less extrêmement complexe. Bad decision. Il y a beaucoup de tensions. There's a lot of tension. Parce que les objectifs sont the actors are different and the objectives are different. Au milieu de tout, but we try in the middle. La meilleure ou la moins mauvaise solution. Alors, on m'a demandé de traiter du sujet, la gouvernance des entreprises publiques en situation de monopole. On en a connu et on en connaît beaucoup. Et à partir de là, la place, le rôle, les fonctions des conseils d'administration. Alors, je pense que vous allez pouvoir voir la présentation que j'ai faite, que j'ai préparée à cet effet, pour essayer d'éclairer ces différentes dimensions en fonction de l'expérience française. Et ça m'amène d'abord, en quelques mots, à revenir sur ce qu'est la gouvernance. La gouvernance, c'est pas le gouvernement, c'est quelque chose de plus complexe, de plus interactif entre les différents acteurs, entre les différents niveaux territoriaux, entre l'économique, le social et l'environnemental aujourd'hui, le sociétal, des objectifs plus ou moins politiques et de stratégie de développement. Gouvernance, c'est quelque chose de complexe, d'interactif entre des acteurs différents qui ont des objectifs complémentaires et parfois opposés. Un monopole naturel, c'est la situation qui existe d'un certain nombre de domaines d'infrastructures, dans le domaine de l'énergie, des transports, des communications, qui font que on reconnaît, et tous les acteurs reconnaissent, que la mise en concurrence des réseaux d'infrastructures serait un gaspillage économique, financier, humain, et qu'il vaut mieux avoir dans certains domaines un monopole naturel et souvent confié à une entreprise publique. C'est ce que je vais essayer d'éclaircir ici, évidemment, en la matière, à partir de l'expérience française. Je crois que, et je vais essayer de parler à partir de là, c'est le prochain slide, je vais essayer d'aborder à partir de l'exemple d'EDF, que j'ai bien connu pour y avoir travaillé pendant une trentaine d'années, et pour essayer de tirer des enseignements de cette expérience-là en fonction de son histoire, de ses évolutions. EDF a eu la caractéristique d'avoir un système de gouvernance stable pendant 50 ans. On l'a vu tout à l'heure, quand vous parliez de l'Algérie, qu'il y a eu des séries d'évolutions, d'inflexions. Là, on a eu un cas d'étude tout à fait intéressant, puisque on a eu un modèle stable pendant 50 ans, qui provient de l'histoire. L'histoire, effectivement, de l'électricité, qui a commencé par une source d'énergie décentralisée, locale, privée, des initiatives privées et concurrentielles, et qui a abouti progressivement à partir d'une évolution qui a duré jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui a abouti à la reconnaissance du monopole et au rôle de l'État et à la nationalisation des compagnies privées qui existaient auparavant. Ça a amené à la naissance de ce qu'on a appelé le modèle EDF, c'est-à-dire la nationalisation
des entreprises privées d'électricité qui existaient auparavant, qui est à la fois le résultat d'une histoire et en même temps qui est le résultat de la nécessité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de reconstruire le pays et de le faire avec tous les acteurs concernés, c'est-à-dire de faire converger tous les acteurs. Il y a eu à l'époque un large consensus sur le fait qu'il fallait nationaliser, qu'il fallait un monopole public chargé à la fois de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'électricité en France. C'est un modèle que j'ai décrit avec un petit schéma que vous allez sans doute pouvoir voir, qui s'appliquait à la France, monopole national, qui s'appliquait avec une entreprise publique, 100% publique, avec des missions de service public, égalité, continuité et ainsi de suite, qui a été dans les faits une institution et une entreprise centralisée, qui avait comme ambition de couvrir l'ensemble du territoire national, donc une dimension universelle, qui était un modèle intégré, donc production, transport, distribution, et qui est resté stable pendant 50 ans. Les fondations de ce modèle, c'est la propriété publique, qui avait des investissements lourds, à longue durée de vie, industrie très capitalistique et nécessité d'une programmation à long terme, autant d'éléments qui ne correspondaient pas aux objectifs des entreprises privées et des règles de marché. Donc, entreprise 100% publique, ce qu'on a appelé un EPIC, établissement public, industriel et commercial, avec un conseil d'administration. Conseil d'administration tripartite, un tiers de représentants de l'État, un tiers de représentants des personnels, de ceux qui travaillent dans l'entreprise, et un tiers, alors on a dit au départ, de personnalités qualifiées, et puis c'est devenu progressivement, c'était représentant donc des utilisateurs individuels ou industriels ou économiques, et c'est devenu des personnalités qualifiées nommées par l'État. Et on voit que là, il y a eu un premier entorse à l'initiative de départ. Quand on dit 3/4, ça voulait dire qu'il pouvait y avoir des discussions, des négociations pour trouver les meilleures solutions au cas par cas de l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration. Et on va voir que la dérive qu'il y a eu, à partir de là, ça a été un modèle dans lequel le conseil d'administration est devenu plutôt une chambre d'enregistrement qu'un organe réel de décision, d'orientation et de gouvernance. Entreprise publique, mission de service public, égalité, continuité, adaptabilité. Cette conception du service public était inhérent, conjugué avec les objectifs de l'entreprise publique. Et une doctrine a été progressivement élaborée, je pense en particulier à Marcel Boiteux, qui a été l'animateur, le concepteur de cette doctrine, d'une doctrine intégrée, rigoureuse, mathématisée, associant rationalité économique et justice sociale, combinant ces deux dimensions. L'optimum d'avoir un monopole, en l'occurrence, création, invention de ce qu'on a appelé le taux d'actualisation permettant la planification des investissements à long terme, tarification au coût marginal avec égalité de traitement de tous les utilisateurs. Dans les faits, ce modèle idéal, qui encore une fois a vécu bon an, mal an pendant 50 ans et a structuré la gouvernance de l'entreprise pendant 50 ans. Ce modèle idéal n'était pas aussi idéal que ça a pu paraître. D'abord parce qu'il y avait une dualité d'orientation et de contrôle. L'État, les ministères qui se sont succédés, ministère de l'énergie au départ, puis intégration dans le ministère de l'économie et des finances, ce rôle de l'État
qui avait un rôle essentiel, s'est conjuguée avec une montée en puissance de compétences techniques, administratives, économiques, financières à l'intérieur d'EDF, du management d'EDF, qui est venu plus ou moins en tension, en conflit avec le rôle de l'État. Un peu un double légitimité de l'État d'un côté et de l'autre côté des dirigeants de l'entreprise. Et un déséquilibre qui s'est créé, car il y a eu, dès le départ, et plus encore ensuite, des asymétries d'information, de compétences, d'expertise entre l'État et le management d'EDF. Et on a pu voir de ce point de vue-là le management d'EDF prendre le pas progressivement sur les compétences de l'État, et donc on a pu parler de l'EDF définissant la politique énergétique de la France avec ses compétences et son expertise. On a même pu parler, à propos d'EDF, d'État dans l'État. Le rôle du gouvernement et des ministères n'a pas disparu pour autant, mais il a été essentiellement conjoncturel. Ça a été un rôle de tutelle gouvernementale et administrative qui a compensé le monopole d'expertise qu'avait EDF par des interventions conjoncturelles, tatillonnes et instruments d'une politique industrielle. Donc, une perversion en la matière qui a existé. Ça renvoie à ce que j'appelle les apories du monopole. Le monopole, c'est évident pour les réseaux d'infrastructure, c'est évident dans des domaines comme celui de l'électricité, des chemins de fer, des communications et ainsi de suite, mais ça a des défauts. Le monopole n'est pas l'idéal de la situation parce qu'il peut, tout monopole, public comme privé, peut abuser de sa situation de monopole. Il peut en abuser parce qu'il a une rente informationnelle, rente de compétences, rente technique, compétences rente de monopole, qui lui permet d'abuser de sa situation. Et ça ramène à la question fondamentale, qu'est-ce que le pilotage public ? Pourquoi y a-t-il des entreprises publiques ? La motivation des entreprises publiques peut être soit défensive, soit offensive. Défensive en cas de crise, protéger un secteur en crise, protéger un secteur ou une entreprise au risque de faillite. Ou offensive, c'est-à-dire promouvoir l'innovation, promouvoir des objectifs de politique publique, promouvoir des missions de service public. Donc déjà, une double tension, motivation défensive ou offensive. Les responsabilités des autorités publiques sont essentielles, car elles doivent définir les objectifs, les missions des entreprises publiques. Et en même temps, elles doivent développer de réelles capacités de pilotage, de contrôle et d'évaluation. Mais on a vu, dans le cas d'EDF, que c'était l'asymétrie qui régnait en la matière. De ce point de vue, on n'a pas parlé encore ce matin d'un concept qui me semble tout à fait intéressant, celui d'autorité organisatrice, qui me semble pertinent. Autorité organisatrice, c'est une autorité publique qui a des missions d'autorité publique, qui a la responsabilité de définir les objectifs, les missions, le mode d'organisation et de fonctionnement, mais qui ne vient pas s'ingérer dans la gestion de l'entreprise. On parlait tout à l'heure qu'il fallait être, que l'État ne devait être ni passif ni interventionniste. Il faut trouver un équilibre entre les deux, une tension entre ces deux dimensions-là, et l'autorité organisatrice, elle doit permettre justement d'avoir cette double dimension. Et à partir de là, la réflexion, c'est d'essayer d'avoir une gouvernance qui associe les différentes parties prenantes. On est dans des domaines dont le monopole public
est justifié par des objectifs d'émission, mais tout le monde n'a pas la même vision, n'a pas les mêmes intérêts en la matière. Il faut donc essayer de promouvoir un système dans lequel il puisse y avoir expression de la diversité des attentes, aspirations et souhaits des participants, et dans lequel il puisse y avoir des choix, des arbitrages qui soient accomplis par l'entreprise, d'un côté, par l'autorité publique, de l'autre, avec bien sûr un lien entre les deux. La France a inventé, à partir de 2004, une nouvelle instance pour essayer de régler ce problème de gouvernance publique. C'est l'Agence des participations de l'État, créée en 2004 pour que l'État assure ce rôle d'actionnaire à 100%, ou à moins d'ailleurs dans certains cas, d'actionnaire des entreprises publiques, pour veiller donc aux intérêts patrimoniaux de l'État. Agence des participations de l'État qui a visé au renforcement des pouvoirs des organes sociaux, conseil d'administration, conseil et ainsi de suite, diversification de leur composition, qui n'est pas uniquement, et donc en particulier promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, et ainsi de suite, et élimination des conflits d'intérêts pour assurer la continuité et les qualités des débats et de l'information financière. Avec l'APE, l'État essaye de disposer de meilleurs moyens de pilotage et de contrôle. Mais on a toujours le même système de déséquilibre et d'asymétrie. À l'APE, il y a environ une cinquantaine de personnes aujourd'hui, beaucoup d'experts, mais qui y travaillent, mais une cinquantaine. Il y a à EDF, mais on pourrait prendre puisque l'APE est en charge de toutes les entreprises publiques, il y a EDF des dizaines et des centaines d'experts techniques, économiques, financiers, et ainsi de suite. Mais il y a pareil à la SNCF, il y a pareil dans toutes les entreprises. L'asymétrie ne peut pas être complètement éliminée, quels que soient les objectifs et les moyens que peut avoir l'APE en la matière. Et ça m'amène, réflexion et les travaux que j'ai pu conduire en la matière, à penser qu'il faut passer d'une régulation d'experts. On peut avoir de plus en plus d'experts au niveau du gouvernement, ils n'arriveront jamais à combler les asymétries structurelles qui existent. Passer d'une régulation d'experts à une régulation d'acteurs. Et pour ce faire participer à la gouvernance, d'une part, les organisations syndicales et les travailleurs de l'entreprise, d'autre part, les différents utilisateurs, les usagers, mais les utilisateurs économiques industriels, petits et grandes entreprises, à chaque niveau territorial, y compris les représentants des collectivités territoriales. Car quand on parle d'une entreprise publique nationale comme la France, les territoires qui sont couverts dans un pays comme la France ont des diversités extrêmement importantes de situations, d'enjeux et de besoins. Et donc, associer tous les acteurs concernés est un moyen de renforcer, je crois, la gouvernance des entreprises publiques. C'est ça qui m'amène à penser qu'on peut essayer, de ce point de vue-là, d'une part, de trouver des solutions pour que le conseil d'administration ne soit ni une chambre d'enregistrement, ce que ça a été beaucoup dans le cas d'EDF. Pourquoi ? Conseil d'administration tripartite, le gouvernement, les pouvoirs publics, avec leurs propres objectifs conjoncturels, à préparer le conseil d'administration. Puis, un tiers de personnalités qualifiées, qui étaient souvent des responsables de grandes entreprises, des responsables de collectivités territoriales. Ça faisait déjà 2 tiers qui pouvaient préparer les objectifs. Le 3e tiers
représentants des personnels et des organisations syndicales, qui à partir de 1981 ont été élus. Il y a tous les 6 ans, élection des représentants des personnels au conseil d'administration. Mais ils sont dans une situation délicate, ces représentants des personnels, même s'ils sont élus et s'ils ont la légitimité de l'élection et du corps social d'EDF. Ils ont l'enjeu important, c'est qu'ils ont un devoir de réserve comme administration. Ils n'ont pas le droit de rendre compte au personnel directement du secret des délibérations du conseil d'administration. Ils n'ont pas le droit de préparer un peu, mais avec des assemblées de personnel, ce qu'ils vont dire au conseil d'administration. Ils ont un rôle de porte-parole, mais dans les faits, pour ne pas que le conseil d'administration soit un champ clos de conflits, eh bien, le conseil d'administration a davantage été une chambre d'enregistrement que d'un lieu réel de gouvernance. D'où l'idée qu'on peut avancer aujourd'hui de mettre en place, d'inventer un système hybride. On en parlait tout à l'heure dans l'exposé qui a été fait sur ce système avec à la fois un directoire en charge de mettre en œuvre les orientations et avec des compétences et des capacités de décision et d'autonomie, et un conseil de surveillance qui puisse, lui, rassembler tous les acteurs concernés et qui puisse à la fois surveiller, contrôler, évaluer l'efficacité du directoire et pouvoir... alors, c'est un système hybride dans lequel ça ne résout pas tous les conflits, bien évidemment. Les conflits sont inhérents à l'existence des entreprises publiques avec situation de monopole, mais qui permet de mettre un certain nombre de conflits sur la place publique, de démocratiser en quelque sorte la gouvernance pour permettre à chacun des acteurs de jouer son rôle, aux dirigeants de l'entreprise, eh bien de manager l'entreprise et de la faire fonctionner, mais en même temps aux autorités publiques et aux différents acteurs d'exprimer leurs attentes, leurs aspirations et d'assurer un contrôle démocratique sur la vie de l'entreprise. Alors, c'est peut-être un peu utopique, c'est pas l'idéal non plus, car ça ne fait pas disparaître les tensions, mais ça peut être une piste pour essayer de résoudre le problème qu'on a tous ici autour de la table et avec tous les participants, c'est d'inventer un système qui soit le mieux à même de résoudre les enjeux et de permettre aux entreprises publiques d'assurer leur rôle et donc de permettre le développement économique, social, sociétal de chacun de nos pays. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long, excusez-moi, mais j'ai essayé d'apporter quelques éléments dans la matière pour complexifier, mais en même temps des pistes peut-être pour tenir compte de ce que nous avons vécu les uns et les autres. Merci de votre attention.